Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Business Africa. Aujourd'hui, un plateau assez spécial. On reviendra naturellement sur les trois sujets habituels de la semaine. Mais avant, je vous propose de recevoir avec moi mes invités. Le premier, André Onana, il est ancien arbitre et manager sportif. Bonsoir André. Bonsoir Steve Gapin. Bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. La semaine a été un peu chargée, je dirais 2 semaines, parce que la semaine dernière, on n'était pas là. Tout à fait, la semaine a été chargée. Quand on n'est pas ici, on est occupé ailleurs. Franck Gisela Onguéné est toujours avec toi comme lors des éditions précédentes. Franck Gisela Onguéné, bonsoir. Salut Steve. Comment se porte aujourd'hui le grand homme que j'ai en face de moi? Ça va, c'est super bien. On essaye de s'habituer à nouveau à la vie du sport. Il y a les grands championnats qui ont relancé. Il y a la Liga qui a relancé avec le fameux derby, ce fameux derby de l'Andalousie. Ouais. Avec, entre le Betis et le FC Séville. Une belle victoire du FC Séville. C'est la preuve que voilà, progressivement, on est en train de revenir à une vie normale. Comme je le dis souvent sur ce plateau, on devra s'habituer à vivre avec le Covid. Exactement, on devra s'habituer à vivre avec le Covid, même si dans ce sujet, on évoquera, dans cette édition, on évoquera justement la question du football féminin. On n'arrive pas à s'adapter naturellement de ce côté-là, surtout avec les instances de la Confédération africaine de football qui ne parlent pas beaucoup de football féminin. Reprise des compétitions, quid du football féminin, ce sera le sujet à l'actualité du jour. On reviendra également discuter de l'impact inquiétant du coronavirus ou du moins sur les équipementiers sportifs, avant de terminer avec le focus de la semaine ou le focus de cette édition. L'Afrique se met à l'école de la psychologie du sport, et tout naturellement on aura des décrochages en Angleterre, aux États-Unis et bien sûr au Canada, où nous prendrons certains experts qui nous rejoindront dans cette émission. C'est parti donc pour cette édition. On se retrouve juste derrière ce jingle. Voilà, justement, on parle de la reprise des compétitions. On n'a pas beaucoup évoqué le football féminin. Pourtant, on sait que en 2020, il y avait une ou deux compétitions de football féminin qui étaient prévues. Naturellement, les éliminatoires et pourquoi pas la Coupe d'Afrique des Nations qui était prévue en fin d'année. FGO, Franck Gisela Onguéné, quelle appréciation est-ce que vous faites de la place qu'occupe le football féminin auprès des instances du football international? C'est vrai que ça laisse quand même perplexe. C'est-à-dire que de manière globale, c'est-à-dire qu'au niveau international, c'est pas comme si les compétitions sont vraiment prises en considération. Il faut rappeler quand même que les grands championnats, ou du moins des grands pays de football, aujourd'hui, il n'y a que l'Allemagne qui a relancé le championnat féminin au même titre que la Bundesliga et la Bundesliga 2. Donc, à part l'Allemagne, très peu de championnats, même, attention, même aux États-Unis, qui est quand même un pays de football féminin, malheureusement, la Women MLS ne va pas reprendre de ce côté-là, et donc on se pose quand même beaucoup de questions. Maintenant, quand on revient sur le continent africain, c'est d'autant plus terrible, c'est-à-dire que on n'a même pas à se poser des questions. On a l'impression que le football féminin est passé totalement sous la trappe, personne ne s'en occupe. Il faut rappeler que cette année, l'Afrique devait accueillir une coupe d'Afrique féminine. Personne, au moment où je suis en train de vous parler, ne sait où devra se jouer cette compétition. D'ailleurs, surtout que la RD Congo a désisté tout récemment. Le Congo Brazzaville, voilà, le Congo Brazzaville. Covid ou pas Covid, personne n'est capable de vous dire où devait se jouer cette compétition. Et aujourd'hui, on ne sait même pas si elle se jouera, cette compétition. Et si elle doit même se jouer, on ne sait même pas quand elle se jouera, pire, où elle se jouera. Donc, on a l'impression que le football féminin aujourd'hui est totalement à la ramasse. On a l'impression qu'on est rentré peut-être 10 ou 20 ans en arrière en matière de développement de ce sport-là. Et ça pose quand même beaucoup de questions du point de vue managérial et surtout du point de vue de la gouvernance globale du sport au féminin. Ouais, puisque tu évoques l'aspect de la gouvernance du football féminin, André Onana, qu'est-ce qui coince à ce niveau? Pourtant, le football féminin avait commencé quand même à retrouver quelques lettres de noblesse quand même. Oui, il faut dire que le football féminin ne bénéficie pas de l'aura du football masculin. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de batailles qui vont permettre que la CAF
puissent s'approprier un peu le projet du football féminin. Parce que voyez-vous, au niveau des hommes, vous avez des compétitions chez les U17, chez les U20, chez les U23, vous avez des compétitions dans toutes les catégories. Malheureusement. Chez les femmes aussi. Non, c'est pas pareil. Malheureusement, vous n'avez pas une compétition des U17. On a une Coupe du Monde du 17. Oui, mais vous parlez du Coupe du Monde. Ah oui, vous parlez même de Coupe du Monde. C'est-à-dire que les U17 camerounaises jouent directement les éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'a pas une compétition sur le plan continental. Ça, c'est ce que je voulais dire. Pourtant, il faut bien, si on veut promouvoir le football féminin, il faut passer par là. Ouais. Maintenant, c'est la responsabilité des dirigeants, de nos dirigeants, les dirigeants du sport africain, qui doivent prendre justement leur destin en main, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas sérieusement à organiser des compétitions sur le plan, sur le plan continental. Donc, il faut s'asseoir un moment et se dire, si on veut promouvoir ce football féminin, ça passe par l'organisation des compétitions et une organisation sérieuse, parce que vous allez voir, on vous dit que les U20 devaient, je crois, prendre part à l'UNIFAC. Malheureusement, ça a été annulé. On ne peut pas vous dire pour quelles raisons. En dehors de l'UNIFAC et de la Coupe d'Afrique des seniors, vous n'avez pas une autre compétition. Et quand vous n'avez pas de compétition à ce niveau, vous ne pouvez pas avoir de bons championnats sur le plan local. Parce que vous devez savoir que chez les hommes, vous avez les U17, les U20, qu'on puise dans les championnats locaux qui se retrouvent régulièrement en train de faire des éliminatoires. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, André, que la CAF ne puisse pas évoquer justement le sort de ces compétitions féminines, surtout la Coupe d'Afrique, parce qu'on le sait, c'est quand même l'événement phare du football féminin en Afrique. Il faut dire que depuis un certain temps, la CAF est enclin à de vives critiques, et c'est à dessein, c'est parce qu'on se rend compte que de ce côté... Parce que la CAF évoque les compétitions interclubs, évoque justement le CHAN, on n'a même pas encore évoqué le CHAN, évoque la Coupe d'Afrique des Nations, mais la CAN féminine qui est la plus proche, on parlait de novembre. Oui, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais, Steve Gabin, la CAF ne vous donne pas des certitudes. À l'heure actuelle, on ne peut pas encore vous dire quand est-ce que va se jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas encore une date sérieuse, mais vous allez voir que là où ça s'organise le mieux, les championnats ont repris parce que là-bas, on a anticipé. Là-bas, on s'est dit qu'on allait vivre avec le Covid. Les gens se sont assis et se sont dit, OK, il faut sauver au moins les saisons. Alors, à leur niveau, ce sont les saisons qu'on sauve. Au niveau de la CAF, ce sont les compétitions. Maintenant, si la CAF n'arrive pas déjà à sauver ces compétitions, parce qu'actuellement, on fait une navigation à vue, on ne sait pas quand est-ce que la finale de la Champions League africaine va se jouer, quand est-ce que le CHAN va se jouer, quand est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer. Comment on va donc vous parler du football féminin? Parce que ce football est à la ramasse, ce football est à la traîne. On ne prend pas au sérieux l'avenir du football féminin au niveau de la CAF. C'est pour ça que vous voyez, il y a un manque de projection. Ouais. On ne se projette pas, on ne rassure pas le mouvement sportif féminin. Africain, ouais. Malheureusement, je dis encore que c'est un problème de gouvernance. Il faut dire, Steve, à la suite de ce que disait tout à l'heure André, il faut pouvoir quand même expliquer également que je pense que c'est aussi un problème de vision managériale. Quand vous regardez aujourd'hui, vous avez l'impression que la CAF a confié le développement du football, ou du moins les compétitions de football féminin, à ce qu'on appelle les organisations zonales. C'est pour cela qu'il l'UNIFAC, effectivement, tout à l'heure de l'UNIFAC. Pour l'Afrique centrale. Le COSAFA, par exemple, est très avancé. Oui. Au COSAFA, vous avez une compétition chez les U17, une compétition chez les U20, une compétition senior à laquelle on invite souvent les équipes. Le Cameroun en a participé d'ailleurs l'année dernière. Et il faut dire que dans le cas et c'est ce COSAFA là qui a permis à des équipes d'émerger comme la Zambie, le Zimbabwe, le Zimbabwe qui est en train de monter, la Zambie qui sera au prochain mondial, aux prochains Jeux Olympiques. Donc vous comprenez qu'il y a aujourd'hui et c'est assez dommage qu'on en soit arrivé là. Je pense que normalement, les organisations zonales devaient pouvoir appliquer la vision globale fixée par la CAF. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les organisations zonales qui fixent la vision et la CAF suit simplement. Et ça, ce n'est qu'à deux sens. C'est pour cela qu'à un moment, on a eu l'impression, du point de vue de la gouvernance, parce qu'on parle de politique du sport, que le COSAFA dominait à un certain moment la CAF. Beaucoup de gens, et ça s'est vérifié, ont dit que Ahmad est arrivé là grâce au COSAFA. Il faut rappeler que le COSAFA est l'organisation zonale qui compte le plus grand nombre de membres actifs
C'est vrai que l'UMOA également a pas mal de membres parce qu'avec les pays de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest anglophone, l'Afrique de l'Ouest francophone, mais le COSAFA aujourd'hui pèse énormément sur les décisions de la CAF parce que justement, eux, ils ont su implémenter la vision. Ils ont des compétitions qui marchent déjà et puis voilà. Alors, comment aujourd'hui on fait, André, toi qui es manager, comment la CAF fait aujourd'hui? Enfin, comment on corrige ça? On va le reconnaître, des erreurs managériales, comme vous venez de le relever. Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir de là et pour rassurer le mouvement sportif féminin en Afrique? Il faut déjà que les responsables du football féminin au niveau des fédérations se soulèvent pour dire que vraiment on ne peut pas continuer de patienter, d'attendre. Parce que si vous ne faites rien, la CAF va penser que tout va bien. Ouais. Donc il faut déjà de soulèvement. Il faut que les femmes se disent, écoutez, non, on ne peut pas vivre dans un environnement où tout le temps nous sommes lésés au profit de, je sais pas, des hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la CAF trouve le moyen de financer le football féminin. C'est très important. Parce que, voyez-vous, là où c'est bien organisé, vous avez des compétitions pour pratiquement toutes les catégories. Des compétitions européennes. On vous parle de la Champions League des U12, des U13, des U15, jusqu'au U21. Ça permet justement cette fluidité, ça permet ce développement et cette promotion du football. Malheureusement, tant qu'on n'a pas intégré ça chez nous, comme Franck le disait, vous voyez, ce sont les organisations zonales qui sont en train de montrer à la CAF ce qu'il faut faire, alors que l'impulsion doit venir du haut. Donc, moi je crois que, comme je le disais tantôt, il faut déjà d'abord une prise en main sérieuse des acteurs du football féminin. Et maintenant, je parle encore de dirigeants parce que à des moments, on va vous dire que nous demandons un peu trop à ces gens. Ils ne peuvent pas nous donner ce qu'on attend d'eux, simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés là avec un vrai projet. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir impulser quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on se retrouve là. Il faut donc que les fédérations qui se retrouvent généralement à élire ces responsables au niveau de la CAF prennent leur destin en main et se disent, écoutez, si nous voulons que ça se développe sur tel domaine, parce qu'il n'y a pas que le football féminin, nous parlons peut-être du football féminin, mais le football jeune ne se porte pas vraiment. Donc, je crois aussi bien que ça, quoi. Si bien que ça. Donc, je crois qu'il faut vraiment une prise de conscience collective qui va mener justement la CAF à prendre ses responsabilités. Voilà, on va très rapidement rejoindre le côté de l'Amérique du Nord où est déjà connectée Yvonne Bala. Elle est ancienne footballeuse internationale camerounaise reconvertie dans le management du sport. Elle boucle actuellement un PhD en sport et en sport management à la Women's University of Texas. Bonsoir Yvonne, comment va Dallas aujourd'hui? Nous savons que de ce côté, ou du moins du côté des États-Unis globalement, l'actualité est très 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 mouvementée avec naturellement les violences qui sévissent de ce côté-là. Steve Gabin, oui, la situation ici s'améliore et puis on va vraiment de mieux en mieux. Eh bien, Steve Gabin, c'est franchement regrettable que ça se passe ainsi car après le succès qu'a connu la Coupe du Monde France 2019, plusieurs pays s'étaient mieux préparés et organisés. Beaucoup de pays avaient signé les droits TV et les championnats étaient programmés pour être un grand succès. Toutefois, à ce jour, l'ampleur économique ne peut pas encore bien être mesurée ou connue. Je pense que cette situation peut être entendue comme chez les hommes où certains championnats ont été arrêtés pendant que d'autres ont choisi de reprendre et les raisons sont diverses. Par exemple, en France, seulement un tiers des joueuses étaient favorables à la reprise et elles semblaient avoir forger leurs convictions sur l'absolue nécessité de préserver leur santé et leur intégrité physique. Pendant qu'ici, aux États-Unis, la majorité voulait jouer après la maîtrise de la pandémie. Est-ce qu'on peut dire, Yvonne, que le football féminin n'est pas très pris au sérieux par les instances dirigeantes du sport? Je bien croire que le football féminin n'est pas encore au même niveau d'éclosion et respect que chez les hommes. Mais cette décision d'arrêter plusieurs championnats féminins ne me semble pas être une affaire de considération, du moins dans les pays développés. Sinon, on constate que ces pays s'investissent même de plus en plus dans le football féminin
que par le passé. Ici, par exemple, la Ligue est parvenue à décrocher des contrats TV et sponsoring bénéfiques à l'éclosion du football féminin. Et Dieu merci, ici, ça va recommencer bientôt. Alors, au-delà de la gestion du football, du football globalement, on revenait en disant que le football féminin, ou du moins les footballeuses féminines se plaignent du fait que elles ne sont pas traitées au même titre que les hommes. Et plus proche de vous, naturellement, l'actualité faisait état d'un procès perdu par l'équipe de football féminin des États-Unis qui demandait une revalorisation salariale à hauteur de leurs homologues masculins. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité? Mérite-t-elle vraiment une telle revalorisation selon vous? À mon avis, la décision du juge fédéral a rejeté les demandes d'égalité de rémunération faites par les joueuses n'était pas juste. Et je me réjouis qu'elle ne soit pas définitive car les filles ont décidé de faire appel et je suis sûr qu'à la fin, elles auront gain de cause. Car elles le méritent amplement. Elles méritent d'être payées comme les joueurs de l'équipe masculine. Je le soutiens car depuis 3 ans environ, ces joueuses génèrent plus de revenus que l'équipe masculine. En 2016, par exemple, elles ont généré 1,6 million plus que les hommes. Et ça a été pareil en 2017 et en 2018 où pendant que les hommes généraient 49 millions, elles étaient à plus de 50 millions. Dès lors, il est logique que les revenus soient répartis équitablement. Franchement, elles méritent mieux. Voilà, merci Yvonne, merci d'avoir intervenu dans cette émission. On espère qu'on vous aura très prochainement. Alors, je reviens rapidement sur ce plateau pour que chacun de vous puisse dire un mot sur ce que vient de relever Yvonne. Naturellement, c'est ce dernier aspect où les femmes demandent à être traitées, du moins sur le plan salarial, à hauteur de leurs homologues masculins. Alors, sur le cas des États-Unis, et ça, je tiens souvent généralement à le préciser chaque fois que je suis interpellé sur la question, c'est un cas très particulier. C'est-à-dire qu'autant dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, les femmes ne peuvent pas faire ce genre de demande, ou dans d'autres pays africains, ou même dans d'autres pays occidentaux, aux États-Unis spécifiquement, elles ont pleinement le droit. Et je pense que Yvonne a donné tout à l'heure les statistiques. Depuis 2016, elles réalisent des chiffres d'affaires largement au-dessus de ce que réalisent les hommes. Je veux dire que je m'amuse même souvent à dire que même au niveau des indicateurs en termes de popularité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les followers justement, il y a très peu de footballeurs masculins américains qui aient plus de followers que des joueuses comme Alex Morgan par exemple, ou alors Megan Rapinoe qui est la superstar mondiale, ballon d'or mondial et tout. Donc il y en a très peu aujourd'hui. Est-ce que ces filles génèrent en termes de capital sympathie, elles ont redonné de la valeur au soccer? Parce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai dit le cas des États-Unis est particulier, parce que le football n'est même pas le 4e sport le plus adulé du pays aux États-Unis. Là-bas, ils n'appellent même pas ça football, ils appellent ça soccer. Et donc, du coup, ce sont les femmes qui ont redonné de la valeur à cette discipline. Il faut rappeler que lors de la finale de la dernière Coupe du Monde de 2018 qui s'est déroulée, 2019 en France, qui s'est déroulée en France, il y a eu des fan zones en plein Manhattan, des fan zones avec des écrans géants qui ont mobilisé pratiquement toute la population américaine, des millions et des millions d'Américains qui sont venus voir les matchs. On n'avait pratiquement jamais, on n'a jamais vu ça dans le cadre du football masculin. Peut-être en 2002 où les États-Unis avaient essayé de sortir la tête de l'eau, mais avec une génération de Landon Donovan et consorts. Donc, mais globalement, c'est très très difficile aujourd'hui de pouvoir imaginer un seul instant que le football féminin ne mériterait pas, je dis aux États-Unis, ne mériterait pas les mêmes avantages que le football masculin. André Onana, est-ce que il y a lieu d'espérer aujourd'hui? Est-ce que les femmes peuvent se dire oui, c'est un combat qu'on est en train de mener, et peut-être que dans un avenir très proche, on a eu ce débat au Cameroun aussi, parce qu'à un moment donné où l'équipe nationale masculine
n'arrivait plus à remporter des trophées. On a eu une équipe féminine qui est allée en Coupe du Monde, qui a joué une finale de Coupe d'Afrique en 2016, qui a enchaîné en 2018. On se disait à un moment donné, le mouvement sportif féminin au Cameroun pouvait redonner au Cameroun cette image qu'elle avait à travers le football. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que ce combat mené aujourd'hui par les footballeuses américaines puisse être généralisé et peut-être rapporté en Afrique aussi? Bon, déjà, il faut souligner que là, elles ont perdu gain de cause. Elles ont perdu le procès, même si elles ont fait appel pour le moment. Je ne sais pas quels sont les éléments que le juge a posés sur la table pour rendre un tel verdict. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit redistribuer en fonction de ce qui entre. Vous ne pouvez pas générer plus d'argent que les hommes et être moins payé que les hommes. Ça ne s'explique pas. Moi, je ne suis pas misogyne. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à ce que une femme soit mieux payée qu'un homme ou alors non, moi j'ai pas ce genre de souci. Et je le disais tout à l'heure quand on parlait justement du football féminin en Afrique, ce que ces filles ont fait aux États-Unis doit être copié par les autres footballeuses dans d'autres continents, dans d'autres pays. C'est-à-dire que nous voulons que la CAF par exemple prenne au sérieux le sort du football féminin. Ça doit passer par ce genre de mouvement. Vous comprenez un peu? Donc, ça peut être le catalyseur. Donc, je suis pour que ces filles soient mieux rémunérées que les hommes, pour peu qu'elles ramènent plus que les hommes. C'est logique, c'est une question de logique. Vous n'allez pas me dire que je vous permets d'avoir 1 million. Vous allez considérer beaucoup plus celui qui vous permet d'avoir 500 000. Ça ne s'explique pas. Donc, je dis, il faut dépasser ce genre de considération. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère véritablement de la marginalisation, parce que pour moi, c'est une véritable marginalisation. Exactement. Donc, voilà, merci. On aura l'occasion donc de revenir. On espère que justement ce mouvement en Afrique pourra être porté. On a annoncé déjà une candidature féminine, même s'il reste encore à la confirmer aux élections, aux prochaines élections de la Confédération africaine de football. On espère on espère que si la candidature est confirmée, elle pourra naturellement porter ce mouvement et rehausser la valeur marchande et même les salaires des différentes footballeuses. On va marquer une petite pause pour revenir parler du deuxième sujet du jour. Il s'agit naturellement de l'impact inquiétant du coronavirus sur les équipementiers sportifs. À tout de suite. Voilà, donc retournons sur ce plateau, on évoque justement, je l'annonçais, la deuxième partie de cette émission, ça discute l'impact inquiétant du coronavirus sur les équipementiers sportifs. On le sait, la crise de la Covid-19 dure depuis bientôt 2 mois et voilà, depuis un peu plus de 2 mois, on était en mars et les conséquences économiques se font lourdement ressentir avec une activité donc économique totalement à l'arrêt. Les clubs s'inquiètent tout à fait et à juste titre. Et la situation, tout aussi catastrophique de leurs partenaires commerciaux, n'est pas là pour les rassurer. Reportage, Martin Amougou. Il n'y a pas de reportage? Il faut me dire. Bonjour, je suis Nsango Ali, alias Elmenton Yokotes, psychologue sportif agréé par... Voilà, on n'aura certainement pas le reportage de Martin Amougou, quelques soucis techniques. Mais on va très rapidement rejoindre notre ami Amadou Kaba. Je vous l'annonçais en début de cette émission qu'on ira au Canada. Eh bien, on va prendre le cap donc de ce pays
où nous attend au bout du fil donc Amadou Kaba. Il est le Senior Sport Marketing Manager chez la marque l'équipementier Adidas. Bonsoir Amadou. Comment va Montréal aujourd'hui? Quelle lecture faites-vous sur l'influence de cette pandémie vis-à-vis du mouvement sportif à travers le monde? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs de Sport Business Africa. Veuillez excuser mon timbre de voix, je suis encore un peu grippé. Oui, effectivement, comme on peut le remarquer à travers le monde, d'un point de vue global, la pandémie a contraint à renforcer les activités euh, avec de grosses conséquences au niveau financier, humain, organisationnel, je dirais. Donc, même si certaines compétitions reprennent peu à peu avec des mesures internes très strictes, de lourdes pertes sont quand même enregistrées. Donc, on peut voir aussi notamment des désaccords au niveau des institutions, en termes d'organisation des événements sportifs, au niveau des ligues professionnelles, avec des enjeux qui sont considérables lorsque l'on observe par exemple les désaccords avec les diffuseurs TV, au niveau du sport amateur. Euh, Là aussi, beaucoup sont peut-être appelés à disparaître, notamment à cause d'un manque de financement des sociétés partenaires qui, à cause de l'impact que le Covid a sur leur activité principale, ne pourront pas assurer euh, le, le sponsoring qu'ils offraient habituellement. Alors, au vu de l'effet néfaste qu'a eu le confinement, ou du moins qu'a causé le confinement sur la croissance des revenus liés au merchandising, comment précède, ou du moins procèdent les grands équipementiers comme Adidas, par exemple, pour tenir économiquement? Oui, effectivement, là on parle de gestion d'une activité commerciale et comme toutes les entreprises commerciales, il faut pouvoir au maximum maintenir les acquis même en temps de crise. Malheureusement, au vu de la généralisée de la consommation du sport, que ce soit à la télé ou au stade, il y a donc lieu de repenser sa stratégie interne afin de résister du mieux possible aux impacts néfastes pour le business. Par exemple, ça se traduit par des lancements de campagnes marketing, produits repoussés à plus tard. Ça se traduit aussi par une présence digitale accrue, incitative à l'achat d'articles de sport. Le confinement, entre guillemets, aidant, on a assisté à une augmentation de la consommation d'articles de sport pour les amateurs d'activités physiques occasionnelles ou même confirmées. Ces grandes marques ont utilisé leurs ressources humaines et ambassadeurs pour créer des activités ludiques, ce qui permet de susciter un intérêt pour la marque, voire renforcer son image et créer une relation qui pourrait se traduire en achat. Alors, Amadou, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le marché du merchandising et des équipementiers sportifs en Afrique globalement? En ce qui concerne le merchandising en Afrique, il y a lieu d'observer les stratégies de développement commercial des acteurs du sport, que ce soit les confédérations, les fédérations, les ligues et les clubs. Ils demeurent très faibles si l'on assimile principalement le merchandising aux ventes de licences par ces acteurs. Euh, Vous avez un exemple assez notoire, je pense, concernant par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, qui demeure la compétition la plus médiatisée, mais qui engendre assez peu de revenus lorsqu'il s'agit de merchandising lié à la compétition. Donc c'est un peu ça. Pour le cas de l'équipementier sportif, on peut témoigner d'une certaine émergence. Il y a par exemple des investisseurs locaux ou même étrangers qui se déploient de plus en plus dans ce secteur d'activité. Des grandes enseignes s'implantent sur certains territoires dits émergents, des marques 100% africaines essayent aussi de se faire une place, même si on assiste à un marché africain encore dominé par l'informel et la contrefaçon, je dirais. Alors, Amadou, pour sortir, je vois que votre voix ne vous rend pas les choses très très faciles. Alors, pour sortir très rapidement, quel est le conseil que vous donneriez aux entreprises africaines orientées sur le merchandising, compte tenu de la crise sanitaire actuelle et notamment la crise du coronavirus? Disons qu'elle pourrait octroyer des réductions aux supporters ou aux consommateurs occasionnels de sport, étant donné qu'elles ont des boutiques pour certaines d'entre elles.
Même si il ne faut pas oublier que le merchandising en Afrique est très peu développé. On le retrouve en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en RDC, avec le TP Mazembe, voire en République de Guinée avec le Ori Athletic Club. Mais je pense que le plus facile pour elle, effectivement, ce serait de déployer une stratégie liée aux réductions sur certains produits déjà existants en boutique. Donc, peut-être inciter via les réseaux sociaux à l'achat en boutique aussi. Merci à vous, Amadou Kaba. Je vous souhaite un très prompt rétablissement. Je rappelle que vous êtes le senior sport marketing senior sport marketing manager chez Adidas et que vous êtes actuellement au Canada. Je vous souhaite donc une très bonne guérison. Alors les gars, très rapidement, est-ce qu'il y a un bon espoir pour les équipementiers en Afrique, André Onana? Est-ce que aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, est-ce que les équipementiers peuvent avoir des motifs d'espoir? Écoutez, l'Afrique est d'abord dominée par le marché européen en termes d'équipement. On n'a pas de firme africaine qui se démarque sérieusement sur le plan. On avait Hermès qui commence à se faire un peu qui commence rare. justement. Non, je crois que le Covid doit redistribuer les cartes. C'est-à-dire que les Africains doivent comprendre qu'ils ont intérêt plus que jamais à pouvoir se lancer sérieusement sur le marché. Parce que vous savez, il est difficile d'aller battre les Chinois en Chine. Parce que leurs marques sont... Alors, c'est ce que nous devons faire. Moi, je crois que, comme on l'a dit, on va vivre avec le Covid et il faut innover avec le Covid. On ne va pas attendre que le bon Dieu descende pour venir régler le problème des équipementiers. Il faut naturellement que, justement, ce marché commence à prospérer. Parce que, je crois, nous avons 54 fédérations. Imaginez le nombre de clubs, 55 même. déjà. Justement, imaginez les sélections nationales, imaginez les ligues professionnelles, parce qu'il y en a déjà. Il y a déjà plusieurs pays, plusieurs fédérations qui ont créé en leur sein des ligues professionnelles. Donc, non seulement le marché de l'équipement est un marché très important. On va aussi parler du marché des droits télé. Vraiment, il faut que l'Afrique se lève parce que sinon, on va continuer d'acheter, mais alors à des coûts très élevés, des produits qui viennent des équipementiers étrangers. Donc, oui, il y a une lueur d'espoir. Il faut simplement que les Africains décident de prendre leur destin en main. C'est possible. Il y a des matériaux qu'on fabrique localement. Il y a des ballons qui se font sur place. Il y a des équipements. Bon, maintenant, beaucoup préfèrent encore ce qui vient soit de la Chine, soit de l'Europe. Et puis, vous voyez, ça ne contribue pas véritablement à élever le mouvement sportif. Francis Guinée. Moi, je pense que c'est, comme le disait tout à l'heure André, c'est déjà une question de sensibilisation. Il faudrait que les principaux acteurs soient sensibilisés à la mise sur pied d'une véritable industrie du sport de manière générale. D'ailleurs, je crois que c'est ça également l'objet fondamental de cette émission, de ce programme. C'est de promouvoir la prise de conscience de la mise sur pied d'une industrie du sport, et c'est de manière globale. On parlait tout à l'heure du merchandising, ça doit se faire. Je pense qu'il faudrait simplement qu'il y ait de la volonté. Le véritable problème en Afrique, c'est pas la main d'œuvre. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, nous disposons d'une main d'œuvre qui n'est peut-être pas qualifiée, c'est ça peut-être la difficulté, mais qui est existante, parce que quand on parle quand même de l'Afrique, ça va chercher dans les 70 à 80% de la population qui est jeune, et donc quand si vous prenez 1,3 milliard d'habitants, 1,3 milliard 300 habitants ou même 1 milliard d'habitants, si on vous dit que 70% ce sont des jeunes, vous comprenez clairement que il y a de la main-d'œuvre. Maintenant, il faut former cette main-d'œuvre-là, il faut éduquer cette main-d'œuvre, il faut l'amener à comprendre aujourd'hui les enjeux. J'ai un ami, Yannick Deguet, qui parle souvent les enjeux du nation branding, c'est-à-dire que les enjeux de la mondialisation, c'est-à-dire que il faudrait qu'on soit capable de dominer justement par ces moyens-là. On a la chance d'avoir aujourd'hui des personnes comme Amadou, qui est aujourd'hui senior marketing manager du côté d'Adidas. Il a une expérience, et cette expérience-là, il peut la partager avec des jeunes générations, ce qu'il a eu à faire du côté d'Adidas. Je pense que la plupart des équipementiers chinois aujourd'hui, Pic et consorts, sont des anciens cadres d'Adidas, de Puma, de Nike,
qui après se sont dit pourquoi ne pas pouvoir aujourd'hui apporter quelque chose à notre pays, et ils ont réussi à créer eux-mêmes leur marque et ça marche fort. Il faut rappeler que la plupart des équipementiers de NBA aux États-Unis aujourd'hui sont des équipementiers chinois. Beaucoup de gens ne le savent pas, et donc il faudrait qu'on amène également les uns et les autres à comprendre comment fonctionne justement, je ne vais pas parler d'un protectionnisme dans le domaine de l'industrie du sport, mais beaucoup plus d'un patriotisme économique dans l'univers du sport en Afrique, et pourquoi pas dans le sud de la planète de manière générale. Au-delà de la marque Hermès, par exemple, qui a dû faire ses preuves, on le sait, au début des années 2010. Mali, ouais. Au début des années 2010, avec même Didier Drogba comme égérie. Ouais. Est-ce que véritablement l'Afrique peut se vanter d'avoir un vrai équipementier capable justement de tutoyer le continent? Il faut dire quand même que les autres équipementiers ne vont pas de main morte. Il faut dire que la bataille des équipementiers aujourd'hui dans le monde, c'est une bataille qui est réelle. Quand on parle de guerre, c'est une véritable guerre. Peut-être on n'y va pas avec des calaches, mais c'est ce qu'on appelle le soft power. Aujourd'hui, c'est une guerre économique. Voilà, c'est une guerre économique. Si vous prêtez attention, même dans la nomination des ballons d'or aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis 15-20 ans, soit ça vient toujours Adidas ou Nike. Voilà, Adidas ou Nike. Quelques rares fois, ça peut venir de Puma, mais très rarement même d'ailleurs. Mais ça vient toujours d'Adidas ou de Puma. Et donc, ces deux marques-là entrent dans un contexte où ils avalent véritablement le marché. On parle également de TPO, je pense, hostile, c'est-à-dire que de rachat. Lorsqu'ils arrivent dans certains pays où on a des marques qui émergent, généralement, vous allez avoir des reventes, des achats hostiles, notamment d'Adidas ou de Puma ou de Nike, qui achètent et absorbent justement les marques locales, et ce qui empêche véritablement l'émergence de ces marques-là. Donc du coup, ce n'est pas facile. Elles n'y vont pas de main morte, ces marques-là. Donc, il faudrait, pour l'Afrique, véritablement avoir des éléments forts, tant au niveau du pouvoir politique, au niveau du pouvoir commercial et peut-être au niveau du pouvoir sportif, pour que ces marques-là s'imposent définitivement. Alors, André, s'il fallait pour ces marques, ces équipementiers sportifs africains s'imposer sur le marché, ce serait dans quel secteur? Le football ou quel autre sport? Non, vous retrouvez Nike partout. En athlétisme, dans le basket, dans le football, un peu partout. Maintenant, ce qu'il faut dire... Parce qu'en Afrique, quand même, les différents sports ne sont pas consommés au même titre que dans les autres continents. Ici, on parle beaucoup plus de football, le reste, on s'en bat un peu. Oui, bon, maintenant, on parle beaucoup plus de football en termes, je dirais, de sélection nationale. Vous savez que chez nous, au Cameroun, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand l'équipe nationale se porte bien, on a le sentiment que tout le reste en bas. Mais moi, je dis que vous pouvez aller chercher du côté du volley, par exemple. Il y a une bonne compétition de volley qui se dispute. Mais les équipementiers ont d'abord intérêt à s'imposer dans le football. Parce que c'est le sport le plus visible en Afrique, pas seulement au Cameroun. Vous avez quelques rares pays où vraiment le football, peut-être en Afrique du Sud, où vous avez un sport qui passe avant le football, je crois que c'est le rugby. Donc, mais dans le reste des pays, vous avez quand même... au Sénégal, on a la lutte, vous voyez. Bon, la lutte n'a pas d'équipementier en même temps. Donc, il faut dire que il faut aller puiser dans le football. Mais maintenant, pour gagner l'Afrique, vous savez, vous ne pouvez pas prétendre aller gagner un continent si vous ne gagnez pas d'abord les pays. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que sur le plan des compétitions locales, les ligues et même zonales, qu'on sente déjà l'effervescence de ces marques. Quand on aura justement dominé les compétitions zonales, ensuite les compétitions au niveau sur le plan sous-régional. Il faut aller maintenant chercher ailleurs parce que les Européens ne se contentent pas de ce qu'ils vendent chez eux. Ils vont partout, ils peuvent avoir des parts de marché. Même si c'est dans des divisions inférieures, bien sûr, ça peut déjà faire. Tout à fait. Quand moi je regarde comment vous appelez ça? Quand je regarde les petits bouquins qu'une marque comme des prospectus que certaines marques nous mettent à notre disposition, vous vous rendez compte que non, vous les retrouvez un peu partout. Vous allez voir un équipementier qui se retrouve avec près de 300 clubs. 300 clubs et avec pratiquement une quarantaine de sélections nationales. Ouais. Alors, c'est pas petit. Et ça, vous allez voir, c'est reparti pratiquement dans tous les continents.
On a quelques clubs là-bas, on a ainsi de suite, et puis on réussit véritablement à créer quelque chose de grand. Donc je crois qu'il faut commencer par le football, parce que c'est le sport le plus vu en Afrique, et après on verra, ces équipementiers pourront donc aller conquérir quelque part de marché dans des autres sports. Ça c'est possible. Mais sans tout couper, André, il y a aussi, je voudrais insister également sur la volonté politique, parce que vous devez comprendre que fabriquer un jet de maillot pour tout un championnat, toutes les catégories, pour toute la saison, ça nécessite énormément, non seulement, on a parlé tout à l'heure de la ressource humaine, mais également il faut de la ressource matérielle. Ouais. Donc vous devez produire en quantité industrielle. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'industrie. Mais généralement, si vous n'êtes pas accompagné et vous n'êtes pas soutenu du point de vue fiscal, du point de vue douanier, parce que vous devez importer quand même certaines matières premières et exporter, voilà, et exporter également. ouais. Si vous n'êtes pas accompagné avec une véritable volonté politique et une véritable vision gouvernementale derrière, c'est très très difficile de pouvoir s'imposer, parce que si vous n'avez pas cet appui gouvernemental là, vous serez obligé de vendre vos équipements plus cher que ce que vendent aujourd'hui les équipementiers sur le marché, et à plate couture, vous serez toujours battu. Donc il faudrait que ce soit une combinaison justement de volonté, et la volonté politique et la volonté économique, et ensuite une volonté des instances sportives, pour que cela vous permette véritablement d'éclore. En tout cas, on a du côté du Canada, Amadou Kaba, qui pourra de temps en temps, pour ceux qui voudraient bien savoir comment faire pour se développer, ou du moins ces équipementiers africains qui voudraient avoir des conseils, ou alors qui voudraient bénéficier de son expertise. Je pense qu'il est joignable et qu'il pourra savamment vous répondre. On va marquer une petite transition pour venir parler du dernier sujet de cette édition, le focus de la semaine. L'Afrique qui se met naturellement à l'école de la psychologie du sport. C'est derrière ce jingle. Voilà, retour donc sur ce plateau. On va très rapidement, on nous signale à la régie qu'on a plus beaucoup de temps. On va très rapidement aller du côté de la Grande-Bretagne, et notamment la ville de Manchester. Retrouver notre ami Alirou Nsangou. Il est mentor UEFA et psychologue du sport agréé par la Fédération anglaise de football. Allô, bonjour Ali. Comment se porte le mouvement sportif britannique aujourd'hui ? Bon après-midi à vous et à tous vos téléspectateurs. Pour le sport en général, je ne suis pas trop informé. However, concernant le football, c'est déjà une très bonne nouvelle que la Premier League recommence le 17 juin et la Championship le 20 juin. On va très rapidement suivre ensemble cet élément qui parle justement de la psychologie du sport, ce qu'est la psychologie du sport et qu'est-ce qui fait sa particularité dans l'univers du sport business. Et on se retrouve juste derrière pour parler justement de ce sujet à Lirou. Bonjour, je suis Nsangou Ali, alias Elmenton Eucrotes, psychologue sportif agréé par l'Association des psychologues britanniques. J'ai un diplôme de mentoring délivré par l'Association du football anglaise qui, n'est-ce pas, nous permet de travailler avec des jeunes, de travailler avec des footballeurs, de travailler avec des coachs qui entrent dans l'industrie du coaching, qui n'ont pas, n'est-ce pas, des stratégies pédagogiques pour essayer de les supporter, de les inspirer et les encourager à transmettre leurs informations dans un environnement bien positif. J'ai aussi un diplôme dans l'identification des talents. Je suis membre du Professional Football Scout Association de la Grande-Bretagne. Je crois que nous, les Africains, nous sommes vraiment confus, n'est-ce pas, du rôle d'un psychologue dans le staff des entraîneurs. Et je crois que c'est un aspect qui est très important. Pourquoi ? Parce que la psychologie
est, n'est-ce pas, une science interdisciplinaire, n'est-ce pas, qui s'inspire des domaines tels que la biomécanique, la sociologie, la kinésiologie et la psychologie en général. Donc, je crois, j'encourage, n'est-ce pas, les dirigeants du Cameroun, d'Afrique, n'est-ce pas, à essayer à intégrer cet aspect psychologique dans le développement des jeunes à long terme. Si nous sommes réellement sérieux que nous voulons, n'est-ce pas, développer les joueurs du futur. Voilà. Voilà, Aliron, on revient à vous. Vous avez lancé depuis la semaine dernière une série de webinaires pour édifier naturellement les techniciens et les dirigeants du sport sur l'importance de la psychologie dans le sport. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à mettre sur pied cette initiative ? Ce séminaire virtuel n'était que l'introduction et l'explication de l'importance de la psychologie dans le développement et la performance du football. Donc prochainement, nous allons choisir une compétence telle que la communication sur le terrain entre joueurs et joueurs et entraîneurs-joueurs. Voilà. Et la concentration sous haute distraction externe et interne, le contrôle émotionnel pour rester calme et composé pendant des matchs importants, la science de la motivation et l'engagement sur le terrain, et la science de la confiance en soi et les différentes sources de la confiance en soi sur le terrain. Voilà. Et c'est là, il y a assez de topics, n'est-ce pas, concernant la psychologie de la performance du haut niveau. Donc, restons connectés. Est-ce que véritablement, à votre niveau, vous pensez à poursuivre cette action ou du moins à organiser d'autres webinaires? Si oui, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre justement dans les prochaines semaines dans ces séminaires en ligne? Déjà, j'aimerais vous informer que pendant près de 4 ans, je consacre, n'est-ce pas, 1 ou 2 semaines de mon temps pour venir en Afrique travailler avec des académies, pas seulement au Cameroun, et en Afrique en général, avec des académies dans le but de promouvoir cet aspect psychologique du développement des joueurs et des encadreurs. Voilà. Donc, mais sinon, pour être honnête, et cette fois-ci, c'était l'idée de mon collaborateur, le docteur Atouba, n'est-ce pas, qui est expert en biomécanique, kinésiologie, physiothérapie, n'est-ce pas, qui m'avait visité à Manchester lors de sa conférence physiothérapie, n'est-ce pas, à Londres. Et nous avions beaucoup discuté, n'est-ce pas, dans l'importance de la physio-performance et la psycho-performance. Voilà, et nous discutons très souvent d'ailleurs, qui m'a appelé il y a 1 semaine de cela et m'a proposé, n'est-ce pas, ce séminaire virtuel. Et j'ai tout de suite accepté. Ma passion, en fait, ma mission, n'est-ce pas, mon objectif, n'est-ce pas, est de promouvoir cet aspect psychologique, n'est-ce pas, qui est la raison pour laquelle on ne voit plus assez des Africains, n'est-ce pas, dans des grands championnats ou dans des grands clubs. Voilà. Merci en tout cas, Aliron Sangou. On espère que naturellement ces séminaires porteront leurs fruits. On vous souhaite d'ailleurs beaucoup de chance et très très bon courage pour la suite. Alors, je reviens rapidement sur ce plateau. L'importance aujourd'hui de la psychologie du sport, c'est laquelle véritablement? Écoutez, Steve Gavin, avant de parler de l'importance de la psychologie du sport, je voudrais juste vous rappeler que M. Ali Ronsangou est le CEO de la Global Elite Sport Management, dont j'ai la grâce de présider à ses destinées au Cameroun. Et je peux vous dire que c'est ce que nous essayons de faire, quelque chose de nouveau du côté de Kribi, avec le OFTA Champions Project. Et je peux courir le risque de vous dire que après ce séminaire, il y a un autre en gestation qui va lui parler du scouting, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore suffisamment. On confond les agents de joueurs aux scouts. Pourtant, le scouting, c'est une discipline bien connue du côté de l'Angleterre et même déjà dans toute l'Europe. Okay. Maintenant, l'importance de la psychologie du sport, il faut vous dire de manière pratique que lors d'un match de football, quand 2 équipes se valent,
sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique. C'est la qualité mentale qui fait la différence. Un peu comme dans les sports de combat. Justement, un peu comme dans les sports de combat. On organise des séances d'intimidation entre les deux, tout à fait. entre les deux protagonistes. Quand vous regardez, je prends un exemple, c'est peut-être l'exemple le plus courant. Quand vous regardez Barcelone jouer, vous avez espoir que cette équipe va gagner à l'usure. Parce que mentalement, elle est prête à la gagne, à la victoire. C'est un état d'esprit qui se construit, qui se travaille sur un terrain. Vous vous dites, ils vont vous épuiser par la conservation du ballon. Et à un moment, vous allez lâcher. C'est psychologique. Si vous ne cédez donc pas, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à vous laminer physiquement, tactiquement, mais vous allez rester costaud mentalement. À un moment, ils peuvent fléchir et ils se retrouvent en train d'être battus. Donc, c'est dire que c'est une discipline qui, malheureusement, au Cameroun, n'a pas encore droit de citer parce que, je veux même dire en Afrique... Même pas je vais dire même pas en Afrique parce que quand vous regardez, par exemple, le quart de finale Ghana-Uruguay, avec le penalty manqué par Asamoah Gyan, on vous dira que ça peut arriver. Mais pour des préparations psychologiques d'un certain niveau, c'est un événement important qui nécessite une concentration maximale. Alors, on a le sentiment que les autres font la magie. Non, c'est pas de la magie, c'est une discipline réelle. C'est une discipline qui, petit à petit, est en train véritablement d'entrer dans nos mœurs. Et tout cela, ce sera bénéfique pour le mouvement sportif africain. Francis Nguéné, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Enfin, il faut dire que la nouvelle qu'il faut donner pour cette semaine, c'est la retraite de la Ballon d'Or africaine 2015. Gaël Ngalamouit, qui a 28 ans, raccroche. Voilà, raccroche. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que si cette fille n'a pas réussi à s'épanouir à la fin de sa carrière, vu qu'elle est déjà en fin de carrière malheureusement, c'est justement parce qu'il lui a manqué un suivi psychologique. Et ce n'est pas qu'elle, c'est le cas de beaucoup de sportifs camerounais. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Cameroun est la 9e nation la plus titrée de l'histoire du football, la 2e en Afrique. Malheureusement, il n'y a aucun spécialiste en matière de psychologie du sport qui suit les athlètes au Cameroun. Aucun. C'est-à-dire que dans l'équipe nationale, le psychologue connu officiellement, c'est un président de club. Un président de club qui a gagné jadis la Coupe du Cameroun. Et officieusement, ce sont des marabouts qu'on ramasse généralement au quartier. Ils viennent généralement de l'est du Cameroun ou alors des parties vraiment des forêts du Cameroun où on se dit que en faisant venir des charlatans, des marabouts avec des écorces, cela va galvaniser psychologiquement les enfants et généralement ça les atrophie, ça les tue sportivement comme c'est le cas aujourd'hui avec Gaël. Donc moi je pense qu'il faudrait que on puisse développer cela en Afrique, c'est-à-dire amener les uns les autres à comprendre que la psychologie du sport est au cœur du développement global du sportif à long terme, du sportif de haut niveau. Parce que vous ne pouvez pas être un bon sportif de haut niveau si vous n'avez pas un suivi psychologique qui vous empêcherait de commettre un certain nombre d'erreurs sur le stade et en dehors, parce qu'aujourd'hui les footballeurs commettent beaucoup d'erreurs et je pense que généralement cela est dû à un mauvais suivi psychologique et le fait d'avoir la chance, la grâce, que dis-je, que le seul noir au monde qui soit justement habilité à faire cela et agréé par la Fédération anglaise de football soit un Camerounais, je pense qu'on devrait pouvoir en profiter. En tout cas, on en profitera certainement. Merci. D'ailleurs, à tous ceux qui ont intervenu dans cette émission, d'abord à Yvonne Bala, ensuite à Amadou Kaba, à Iroun Sangou à la fin, qui sont venus naturellement nous éclairer sur les trois sujets que nous avions aujourd'hui. Merci Francis Nguéné. On ne fera pas de focus aujourd'hui, on ne fera pas de quiz une fois de plus aujourd'hui parce qu'à chaque fois le temps nous tient à la gorge. Je pense qu'il me faudra un policier de l'autre côté. Merci André Onana d'être une fois de plus venu dans cette émission. Merci à toutes les équipes techniques bien conduites par Dieu béni Bangala. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve certainement la semaine prochaine et surtout respecter les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. À la semaine prochaine. Au revoir.